juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa yéen ngi waajal couvre-feu bi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. Dans l'actualité de ce jeudi 32, c'est le nouveau chiffre du nombre de morts du coronavirus. 2 hommes soixantenaires ont succombé aujourd'hui. Le séisme de la pandémie actuelle occulte dangereusement les autres pathologies. Des médicaments utilisés dans le traitement du cancer se font de plus en plus rares. C'est le cas de la morphine. Vous le verrez, les spécialistes s'adaptent tant bien que mal. Dans les 6 prochains mois, le bracelet électronique sera intégré dans l'arsenal juridique au Sénégal. Selon le ministre de la Justice, le port du bracelet sera sous condition. Nous vous dirons lesquelles. Les organisations de défense des droits de l'homme applaudissent l'initiative. Dispositif renforcé sur les autoroutes nationales. La gendarmerie fera respecter l'interdiction du transport interurbain en cette veille de fête. Les récalcitrants risquent une lourde sanction. L'association sénégalaise pour la sécurité des usagers des routes approuve la décision des autorités de maintenir la mesure. Akili, Sénélec, avez-vous tout compris de la guéguerre? Cet imbroglio fait grand bruit dans le Dakar des affaires. Le malaise se serait installé entre le DG de la Sénélec et la tutelle. Explication dans cette édition. Et puis la Korité sera fêtée différemment cette année. Pas de prière collective pour nombre de Sénégalais, mais le festin à la maison sera toujours digne de Pantagruel. Mais les gestes barrières sont-ils respectés dans les abattoirs? Reportage édifiant à la Sogas. Mais d'abord, les fidèles chrétiens fêtent l'Ascension ce jeudi. La fête célébrée cette année dans des conditions bien particulières. Les écrans des fidèles, c'est devant les écrans que les fidèles ont suivi la traditionnelle messe. Mohamed Samb et Youssou Baro. La paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam vidée de son monde ce matin, à l'exception de quelques fidèles venus prier en toute simplicité. Pas de messe publique, la paroisse trouve une autre formule pour tenir l'assemblée dominicale grâce à une vidéo publiée en direct sur les réseaux sociaux. Nous l'avons célébré entre nous prêtres et cela a été transmis sur la page Facebook de notre paroisse. Et voilà, c'est pour dire tout simplement que l'adoration en esprit et en vérité est aussi une dimension de notre foi et de notre célébration. Les contingences de la pandémie nous obligent à le faire ainsi, en espérant tout simplement que les choses rentrent dans l'ordre et que nous puissions reprendre nos assemblées joyeuses. Cette formule va permettre aux fidèles d'être plus concentrés pour la méditation, un des avantages de l'interdiction des rassemblements. Parce que dans nos assemblées liturgiques, nous avons tout simplement des rubriques. Il y a des gens qui suivent, d'autres qui sont beaucoup plus distraits, qui ont du mal à suivre. Mais quand la personne se prend elle-même en charge dans sa relation avec le Seigneur, il peut mener sa prière à son rythme et selon son état d'âme et l'esprit du moment. La nostalgie de retrouver l'ambiance spirituelle des églises est visiblement manifeste. L'abbé Jacques Diouf appelle à plus de prières pour buter le virus hors de nos frontières. L'Église, en tout cas la communauté chrétienne, n'a jamais cesser de prier pour que le Seigneur, qui est le dispensateur de tous les biens, qui est le maître de la vie, fasse ce qui est mieux pour nous. Et ce qui est mieux pour nous aujourd'hui, c'est que cette pandémie justement disparaisse, pour que nous puissions, la vie puisse reconnaître. Comme je vous le disais tout de suite, la gloire de Dieu, disait saint Irénée, c'est l'homme vivant, l'homme debout. Célébré 40 jours après la résurrection de Jésus-Christ et 10 jours avant Pentecôte, la solennité de l'Ascension, un signe d'espoir pour la communauté chrétienne, un mystère de la foi. À cause du Covid-19, pas de messe publique cette année, c'est pour respecter les mesures édictées.
Que la paix soit avec vous. Merci beaucoup, Mohamed. Et puis retenez, à propos de la fête de Korité, la Commission nationale d'observation du croissant lunaire se réunira après-demain samedi pour scruter le ciel. Et puis à Tivaouane, le khalife général demande aux fidèles de faire la prière de l'Aïd à la maison. L'annonce a été faite par Serigne Babacar Sy Abdoulaziz. Tivaouane maintient donc toujours la fermeture des mosquées et des daras. 2 autres personnes ont succombé du coronavirus. 2 soixantenaires décédés, l'un au centre QMO de Fannes, l'autre à l'hôpital Aristide Le Dantec aujourd'hui. Alors que le ministère de la Santé a annoncé ce matin 98 nouveaux Covid+, et 11 cas graves. Avec ces 2 décès, 9 cas graves sont donc maintenant dans les services de réanimation. La pression hospitalière s'accentue de jour en jour. Dans cette dynamique, on peut s'attendre à une nouvelle stratégie. Selon le docteur Abdoulaye Bousso, si la tendance reste haussière, les malades seront hospitalisés à la maison. Il ne faudra pas qu'on soit surpris que dans l'avenir, qu'on aille vers une prise en charge à domicile. Et c'est une stratégie qui existe déjà. Il y a beaucoup de pays qui sont en train de faire cette prise en charge à domicile. Et donc, si on arrive aussi à une saturation de nos structures de santé, mais aussi de des réceptifs hôteliers, donc c'est une stratégie qu'on devra vraiment aborder. Et c'est pourquoi il faudra aussi qu'on puisse un peu arrêter la stigmatisation qui actuellement est en train de s'ancrer dans la population. Ce n'est pas une maladie honteuse. Les personnes, pour la plupart, qui ont cette maladie ne savent même pas d'où ils la tiennent. Donc il est important que la population puisse comprendre. Nous sommes dans une pandémie avec une maladie à transmission respiratoire, une contamination qui est très rapide. Donc il faudrait qu'on puisse vraiment se soutenir, en tout cas dans les quartiers, dans les villages, et que si dans une concession il y a des cas, qu'on ne sache pas, qu'on ne dise pas qu'ils ont fauté, mais vraiment que c'est quelque chose. Le professeur Abdoulaye Bousso était l'invité de l'émission Le Point Corona, animée par Abdoulaye Cissé. De par son caractère exceptionnel, la Covid-19 occulte les autres pathologies. Rappelons que 10 000 cas de cancer sont diagnostiqués chaque année au Sénégal. Les cancérologues alertent sur la rareté de certains médicaments, comme la morphine. Selon ces spécialistes, la pandémie actuelle doit servir de catalyseur de la souveraineté sanitaire. Fatki Nedem et Youssou Baro. Tous les regards tournent autour du Covid-19. Qu'en est-il des médicaments du cancer en rupture depuis des mois? Un protocole moins efficace. Il faut s'adapter parce que pour la morphine par exemple, s'il n'y a pas de morphine 30 et qu'il y a de la morphine 10, on va utiliser la morphine 10. Mais là où tu dois utiliser un comprimé ou 2 comprimés par jour, tu vas en utiliser 6. Et pour peu de temps, il falloir acheter encore une autre boîte. Donc ce n'est pas confortable. Et c'est pareil pour les autres médicaments. On va chercher un protocole qui est moins adapté et donc qui va avoir moins d'efficacité. Et là, il s'agit de cancer, il s'agit de survie. Donc il faut vraiment que les gens fassent un effort beaucoup plus important. Le contexte actuel devrait ainsi servir de leçon pour revoir les évacuations sanitaires. L'évacuation sanitaire, que ce soit pour le cancer ou pour d'autres affections, surtout les affections chroniques, ne doit pas être une option. Aujourd'hui, avec cette pandémie du Covid-19, je pense que l'heure est à la souveraineté sanitaire. Faire en sorte de prendre en charge, quel que soit le niveau social des habitants d'une cité ou d'un pays, c'est de faire en sorte que les gens puissent être pris en charge, donc localement. Une prise en charge locale, une orientation de la recherche notamment. Je pense qu'il faut cadrer la recherche, il faut l'orienter. Aujourd'hui, je pense qu'on parle beaucoup de plantes médicinales. On n'a jamais orienté notre recherche depuis du temps des colons. On n'a jamais orienté notre recherche vers cette pharmacopée traditionnelle, coopérer avec les praticiens, encadrer cette recherche, financer cette recherche, parce qu'on ne peut pas faire de recherche sans un budget qui est conséquent et surtout l'orienter. 10 000 cas de cancer sont enregistrés chaque année au Sénégal avec une mortalité de près de 70%. 30 000 personnes sont mortes ces 5 dernières années. L'urgence, avoir des programmes adaptés malgré les ressources limitées.
Merci Fatkine. Avant la fin de l'année, le bracelet électronique fera son entrée dans l'arsenal juridique au Sénégal. Vous le savez, le gouvernement a adopté hier 2 projets de loi consacrant l'utilisation du bracelet comme mode d'aménagement des peines afin de désengorger les prisons. Le port du bracelet sera tout de même sous condition. Le ministre Malick Sall l'a dit ce matin à la radio de toute l'actualité RFM. La décision appartiendra au juge, mais aussi à la personne condamnée qui aura le choix entre la prison ou le port du bracelet électronique. Dans tous les cas, le projet de loi devra passer à l'Assemblée nationale. Le système sera opérationnel dans les 6 prochains mois. Les organisations de défense des droits de l'homme applaudissent l'initiative car l'assignation à résidence avec surveillance électronique permettra de lutter contre la surpopulation carcérale. Qu'on ait enfin pensé à mettre en place cette loi qui permet donc de mettre en œuvre ce souhait donc du bracelet électronique, ça il faut le saluer sincèrement. Par contre, il faudra peut-être relativiser par rapport à la mise en œuvre. Si on pense que, comme on l'a dit ce matin, le ministre l'a bien dit, que ça dépendra de l'acceptation du principe par le concerné, par le détenu. C'est une très bonne chose de tenir en compte les droits du détenu qui peut donner son avis sur cette façon de faire, de mettre en place un bracelet qui pourrait surveiller la personne concernée. Ça, c'est une très bonne chose. En revanche, ce qui me préoccupe, c'est peut-être les moyens, parce que c'est un ensemble de dispositifs logistiques extrêmement chers. Je pense qu'en France, on a commencé depuis quelques années à mettre en place ce système-là. Et chaque année, en France, il y en a 10 000 nouveaux cas de bracelets électroniques. En tout cas, si le Sénégal peut mettre en œuvre cette politique-là et permettre un peu aux citoyens lambda d'être en liberté provisoire sous donc, le contrôle d'un bracelet, c'est une bonne chose pour désengorger les prisons. Parce qu'il faut l'accepter, les prisons sont autour de plus de 200% de remplissage. Nous attendons de voir, parce qu'on dit que ça va se faire dans 6 mois. 6 mois, c'est bientôt vers la fin de l'année, mais le mois de décembre. Et donc, c'est en tout cas une très bonne chose. Et dans le contexte actuel, ouvrir le transport interurbain, c'est permettre le virus de se transporter d'une région à une autre. L'Association sénégalaise pour la sécurité des usagers des routes approuve la décision des autorités de maintenir la mesure. L'Assure sollicite tout de même une dérogation pour les chauffeurs bloqués dans les régions. Pape Faraning, Amadouba. Impensable de reprendre le transport interurbain dans cette période de Covid-19 où les cas augmentent de jour en jour. L'Association sénégalaise pour la sécurité des usagers des routes prend le contre-pied des syndicats de transport routier qui menacent de reprendre leurs activités. Et nous avons dit qu'ouvrir le transport interurbain, c'est transporter le virus d'une région à une autre. Et pour éviter tout cela, nous sommes un pays pauvre et les résultats que l'Organisation mondiale de la santé a eu hier, avec toute inquiétude, assure et entièrement contre l'ouverture du transport interurbain. Que transporteurs aussi nous savons instant bini, on n'est plus dans la phase économique, la phase sanitaire. Toutefois, l'Assure réclame une dérogation pour les chauffeurs bloqués dans les autres régions. Parce qu'ils ont été bloqués par rapport aux exigences, aux arrêts à l'arrêté et par rapport au couvre-feu, ils ne peuvent plus regagner leur localité. Et je pense que dans l'avenir, dans les plus brefs délais, le gouvernement en collaboration avec le ministère des Transports et le ministère de la Santé doivent prendre des engagements pour donner à ces gens-là des dérogations, des autorisations de circuler et de regagner leur localité. Avec la rouverture des classes, le transport des élèves et des enseignants inquiète aussi la société. Dans les 2 autres régions, pour regagner Dakar, il suffit juste d'avoir une organisation. Parce qu'ils ne sont pas nombreux, il faut les répertorier. On demande à ces gens-là de veiller à la sécurité des enfants, avec le port des masques, mais aussi en limitant le nombre d'enfants dans les bus. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens venir individuellement dans le transport et cela aussi continuera à contaminer, à faire la propagation du virus. Face à la presse, l'Assure demande les syndicats des transports routiers de surseoir leurs menaces et prendre leur mal en patience en attendant le pic de la pandémie.
Et attention, Pape Farah, les contrôles sont renforcés sur les autoroutes nationales. Si l'envie de rejoindre vos proches dans les régions vous prend en cette période de pré-Korité, la gendarmerie nationale annonce le renforcement du dispositif pour faire respecter l'arrêt du transport entre régions. Sans autorisation, les récalcitrants seront sanctionnés. À l'intérieur des communes, comme entre les départements et les régions, la gendarmerie nationale a mis en place un dispositif pour faire respecter les interdictions de circulation interurbaine, notamment entre la région de Dakar et les autres régions et à l'intérieur des autres régions entre de département à département. Donc à cet effet, durant cette période qui précède la fin du Ramadan et celle qui va suivre, le dispositif qui est déjà mis en place va être renforcé sur instruction du haut commandant de la gendarmerie, qui a donné des instructions fermes à l'ensemble des légions de gendarmerie qui couvrent les 14 régions sur le territoire national pour renforcer un dispositif qui existait déjà. Je veux simplement lancer un appel aux usagers, que ce soit ceux qui sont détenteurs d'autorisation spéciale de circuler ou ceux qui n'en ont pas, de ne pas en tout cas chercher à se déplacer de région à région ou de département à département pour y passer les fêtes. Parce qu'en réalité, cela pourrait contribuer à une propagation du virus qui n'est pas souhaitable dans les conditions où nous sommes. L'origine du coronavirus est encore un mystère scientifique malgré les supputations. Certains affirment que c'est une zoonose partie de la chauve-souris ou du pangolin. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'en mange pas ici au Sénégal, mais on consomme beaucoup de viande, de mouton et de bovins, surtout pour le festin de la Korité. Mais au juste, est-ce que les gestes barrières sont respectés dans les abattoirs? Reportage édifiant à la Sogas avec Habib Faye et Moudou Diop. Des règles d'hygiène respectées ici à la Sogas, particulièrement dans l'abattoir, un monde fermé que nous avons approché, l'univers des viandes. Très vite, plusieurs questions se sont posées sur les risques de contamination extérieure. Bon, là c'est une obligation pour tout le monde, pour tous ceux qui entrent au niveau des abattoirs. Ils sont obligés de porter leur masque. D'ailleurs, il y a des équipes qui font des rondes. Pour ceux qui ne portent pas de masque, ils le font sortir carrément. Là, il y a quelqu'un qui est en train de faire la dépouille au niveau des pattes avant et l'autre de l'autre côté, derrière lui, en avant de lui, il y a quelqu'un qui est en train de faire la dépouille des fessiers. La logique de rentabilité n'a pas pris le dessus sur la sécurité alimentaire, affirme le vétérinaire. Sur ce, le consommateur ne court aucun risque sanitaire, avance-t-il. Il y a une inspection ante-mortem qui se fait avant que l'aliment ne soit abattu et après il y a une inspection post-mortem. Donc pour l'inspection ante-mortem, on regarde la conformation de l'animal, on fait également le tri pour faire entrer les animaux avant qu'ils ne soient abattus. Mansour Mbaye Madiaga est un chevière à Sogas. Rien ne le ravit plus que voir la belle viande propre à la consommation. Nous ne laissons rien en rade pour avoir une viande propre à la consommation. Tout est contrôlé ici. Avant d'être livré, nous prenons le soin de bien voir tout ce qui est impropre, nous les jetons à la poubelle. Le directeur reste catégorique sur une éventuelle contamination de la viande pour la consommation. C'est de l'homme à l'homme. C'est pas de mouton à un homme, c'est pas une vache, c'est l'homme à un homme. C'est pour assurer qu'on fera le maximum de nous pour qu'il n'y ait pas de pénurie. Vous avez vu comme à l'intérieur, il y a de la matière en tout cas. C'est la viande, les moutons, tout est là. L'abattoir de la Sogas est toujours nettoyé par le service d'hygiène par peur d'être contaminé par le coronavirus. Toutefois, les mesures barrières sont respectées depuis l'entrée. La société compte ainsi abattre plus de 2000 petits ruminants et 250 bovins pour les besoins de la fête de l'Eid el-Fitr. Et les amoureux de la viande te disent merci Habib, bravo pour ce reportage. Venons-en à cet imbroglio qui fait beaucoup de bruit dans le Dakar des affaires. Il s'agit du désaccord entre Sénélec et la société Akili. Parallèlement au coronavirus, cette affaire fait grand bruit au point de faire exploser en éclats une organisation patronale. Si vous n'avez rien compris, tout serait parti d'une remise en cause du contrat liant les deux parties par le directeur général de la Sénélec. Depuis, rien ne va plus. Explication d'Aram Touré.
L'affaire fait plus de bruit que le coronavirus. Le différend entre Senelec et Akili cristallise toutes les attentions. Mais l'entreprise chargée de la fourniture de l'électricité veut se placer au-dessus de la mêlée. À travers un communiqué, elle dit refuser de prendre part à un débat qui n'a, selon elle, rien à voir avec une question de patriotisme économique, faisant allusion ainsi au soutien du club des investisseurs sénégalais à Akili. Que s'est-il réellement passé ? Le 11 février 2019, la Senelec a signé en pleine campagne électorale un contrat avec Akili pour l'exécution de son plan stratégique 2016-2020. Il s'étale sur 10 ans et pèse 187 milliards de francs CFA. Le patron de l'époque de la société d'électricité, Mohamedou Makhtar Cissé, actuel ministre du pétrole et des énergies, avait présenté Akili comme étant une filiale d'Ines et la Senelec elle-même. Selon l'OADA, une maison mère doit détenir 51% du part de marché et la Senelec n'en a que 34%. Plus loin, Akili, qui bénéficie du contrat de fourniture des compteurs intelligents, n'a aucune compétence en la matière. Elle promettait de contribuer à la maîtrise de la consommation d'électricité. Un marché de gré à gré qui lui a été cédé par la Senelec, d'autres irrégularités ont été notées dans ce contrat par les cadres de l'entreprise qui avaient demandé des missions d'inspection et de contrôle par les organes de contrôle de l'État. L'actuel directeur général de la Senelec, Pape Mademba Biteye, à son arrivée à la tête de la structure, avait écarté toute idée d'audit. Aujourd'hui, il remet en cause les termes de ce contrat. Alors qu'il a assisté à la présentation d'Akili, il était à l'époque le représentant du ministre de l'Énergie au conseil d'administration de la Senelec. Un malaise grandissant entre le directeur général de la structure et son ministre de tutelle, une situation qui nécessite l'arbitrage du chef de l'État. Merci Habib, merci beaucoup Néharam Touré plutôt. Dans moins de 2 semaines, les élèves retrouveront les salles de classe à Saint-Louis. Plus de 45 000 élèves sont attendus. La désinfection des établissements a démarré. 150 000 masques sont prévus. Premier écueil en vue, le retour effectif des enseignants à Saint-Louis. Ousseynou Diop, Habib Seck. Avant la reprise des cours prévue le 2 juin prochain pour les classes de CM2, 3e et terminale, la région de Saint-Louis affûte ses armes pour accueillir les 45 937 candidats restés à la maison depuis le début de la pandémie du coronavirus. À l'IEF de Saint-Louis commune, les autorités éducatives s'inscrivent dans la dynamique indiquée par le ministère de l'Éducation nationale. Pour le protocole sanitaire, il faut retenir que dans toutes les écoles, il nous faut que les élèves doivent disposer de masques en nombre suffisant. Il faut avoir un dispositif de lavage des mains. En plus de cela, chaque école disposera d'un thermoflash. En plus de cela aussi, on a interdit la vente d'aliments dans l'école et aux alentours de l'école. À Richard Toll, le maire a procédé à la désinfection des écoles. Ici, rien n'a été laissé en rade pour une bonne reprise des cours. D'abord, c'était de désinfecter les écoles, de construire des points d'eau au niveau de ces écoles, de lavabos, mais aussi doter les enseignants, aussi bien les enseignants que les élèves de l'école élémentaire jusqu'au lycée, de masques, de thermoflash et de produits hygiéniques. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de doute que le 2, Inch'Allah, tout se passera dans de très bonnes conditions. Du côté des syndicats, on se préoccupe surtout des mesures de déplacement pour les enseignants originaires des autres départements. On doit prendre toutes les dispositions nécessaires en rapport avec les gouverneurs des régions, les autorités académiques, qu'on puisse véritablement identifier tous les enseignants qui sont concernés et qui sont en dehors de leur lieu de service, assurer leur mobilité. La réouverture des classes est prévue dans moins de 2 semaines. À Saint-Louis, 150 000 masques sont prévus, dont 99 348 pour les élèves et 51 702 pour le personnel. Elles se sentent écartées du programme de résilience économique et sociale. Les personnes vivant avec un handicap dénoncent leur mise à l'écart. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, les enfants handicapés ne sont pas pris en compte dans le programme de l'école à la maison. Vulnérables parmi les vulnérables, elles demandent à l'État de rectifier le tir. Alassane Ba et Pape Sangouni Mbaye. L'impact du Covid-19 est bien réel chez les personnes vivant avec un handicap, presque oubliées dans les actions quotidiennes dans le cadre de la lutte, exposées et à la fois vecteur de propagation du virus. L'école à la maison, qui est un programme de la télévision destiné aux élèves qui doivent rester à la maison à cause du contexte. Mais nous avons dit qu'on a, dans ce processus, oublié qu'il y a des enfants handicapés qui fréquentent aussi l'école et
qui n'ont pas malheureusement été pris en compte dans le cadre de ce programme de l'école à la maison. À part cette question d'accès à l'éducation, il y a d'autres questions liées à l'artisanat, à l'économie, mais également au soutien des ménages vulnérables. Justement, par rapport au soutien des ménages vulnérables, les personnes vivant avec un handicap souhaitent un traitement spécial dans le cadre du plan de résilience économique et sociale. D'où même l'invite de l'ONG 3D et de IBP. L'État a ciblé des familles vulnérables, mais il ne faut pas occulter que dans les familles vulnérables, il y a des groupes vulnérables au sein des familles vulnérables. Et cet aspect n'a pas été pris en compte dans l'approche, dans la note conceptuelle qui a guidé le processus, en tout cas de mise en œuvre et de distribution des vivres. Il y a également le processus budgétaire. Nous avons constaté que dans les planifications budgétaires, l'aspect prise en compte des groupes vulnérables, notamment les personnes handicapées également, fait défaut et ça pose problème. Rappelez que le handicap n'est pas irréversible. Sa prise en charge dépend seulement de la manière dont nous, en tant que corps social, nous y répondons. Donc nous invitons aussi les différents ménages, les différentes composantes de la société à prendre en charge ces personnes handicapées-là dans ce qu'elles font dans le cadre de la réponse. Et enfin, je souhaite qu'après tout ceci, et puis dans le département de Guinguinéo, les ménages sont très affectés par la crise. Une population composée pour la plupart de cultivateurs. La distribution des denrées alimentaires est demandée en urgence. Ibrahima Djamé et Faligaï. Comme partout dans plusieurs régions du pays, beaucoup de ménages dans le département de Guinguinéo ressentent durement les conséquences de cette crise sanitaire et leur situation est d'autant plus difficile que l'aide alimentaire du gouvernement tarde à arriver dans son intégralité. Bon, l'aide alimentaire arrive, mais on attend toujours. Le rythme est lent, on n'a pas encore commencé la distribution, mais les gens sont fatigués. Dans ce département de Guinguinéo que je connais très bien, les gens souffrent. Pour le moment, l'essentiel des denrées disponibles dans les magasins est composé de riz et le maire demande au gouvernement d'accélérer la cadence. Les denrées comme l'huile sont insuffisantes. Je ne vois pas de sucre, ni de pâte, ni de savon. Donc voilà, j'espère que c'est ce qui retarde le démarrage de la distribution. C'est pourquoi je demande à l'État vraiment d'aller plus vite. En tout cas, dans les magasins de l'Institut de recherche agricole de Kawon, une importante quantité de riz y est en stock en attendant très certainement les condiments qui doivent l'accompagner pour sa consommation. Bonne nouvelle pour les habitants de Foundiougne, les difficultés d'accès à l'eau bientôt dissipées selon le directeur territorial de la Sen'Eau dans les régions de Fatick, Kaffrine et Kaolack. La salinisation a toujours été une difficulté majeure dans cette zone. Foundiougne est privé d'eau potable depuis plus de 3 ans maintenant. Une solution sera à trouver très bientôt selon Saliou Saleh. Sen'Eau est en parfaite synergie avec la SONES pour pouvoir trouver une solution au problème de Foundiougne. Nous savons tous qu'il y a un problème de salinisation. Il y a des forages qui ont connu des problèmes de salinité. Et aujourd'hui, nous amenons de l'eau à partir de Mbam, qui n'est pas une solution facile. Hein. Il y a Mbam, il y a aussi 5 camions citernes qui font des rotations pour soulager les populations, que la SONES a prévu de réaliser cette année 2020. Et nous pensons que bientôt, Foundiougne trouvera une solution à son problème. Maintenant, il y a certaines localités qui ne sont pas du périmètre que vous avez évoqué et qui ne sont pas du périmètre de la Sen'Eau. Ça aussi, c'est important de le préciser. Mais pour Foundiougne, je peux vous dire, vous rassurer, qu'une station va bientôt naître. Et que déjà 2 forages ont été réalisés à Ndiaye Moussa Ndiaye. Et tout ça, c'est pour apporter de l'eau, en tout cas au niveau de Foundiougne. Opération de désencombrement à Thiès. Le préfet a déguerpi toutes les gares routières de taxis urbains installés en pleine ville. Certains chauffeurs approuvent cette décision mais demandent aux autorités administratives des sites de recasement. Cheikh Anta Diop, c'est la tire.
Thiès, la propagation du virus s'est amplifiée, raison pour laquelle le préfet du département de Thiès a pris l'initiative de déguerpir certaines gares routières installées en pleine ville. Celle de Herson, située en face de la préfecture, n'est pas épargnée. Depuis ce matin, nous avons eu l'information des autorités en nommant M. le préfet, M. Diagne, qu'on respecte toujours. Le commandant du brigade centrale de Thiès nous a informé depuis ce matin que nous devons quitter les lieux. Ces chauffeurs de taxi urbains jugent réaliste cette décision, mais disent-ils ne savent plus où donner de la tête et ils ont d'énormes difficultés pour mener leurs activités. Nous sommes des pères de famille. C'est avec ça que nous gagnons notre pain. Monsieur le préfet doit avoir un peu de tolérance à notre égard. Il y aura toujours d'encombrement. Tu l'as vu même ce matin, que les clients se ruaient vers tous les tatas. Il y a beaucoup de bousculades là-bas. Aussi se disent-ils engagés à jouer leur partition dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Tu as même remarqué que dans nos voitures, partout, on donne des cheveux, des gels, des masques aux clients. Alors, quand j'ai constaté le désordre vraiment qui s'y organise de manière minutieuse, je ne pouvais m'empêcher vraiment de réagir. On a pu trouver, en tout cas, une solution qui consiste à les confiner ici, étant entendu que c'est un endroit, un espace un peu fermé, qui ne gêne pas le passage de ceux qui viennent au marché. Pour rappel, cette décision avait été prise lors d'un CDD spécial tenu dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Merci, cher Anta. Et puis retenez que les ONG également subissent les contre-coups économiques de la crise. Oxfam annonce qu'elle va fermer 18 bureaux dans le monde et supprimer près de 1500 emplois privés de financement. L'ONG va donc réduire ses voilures. Les bureaux en Afghanistan, en Haïti, à Cuba ou encore en Égypte seront fermés. Elle conservera une présence que dans 48 pays seulement dans le monde. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent. Dans un instant, les 5 minutes de Stas Pape Anne, votre émission Ziar avec Yahawa. Et puis un peu plus tard, Quartier Général, comme tous les soirs sur TFM. Excellente suite des programmes. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit.